finalement, on sait comment anticiper et se préparer par rapport à ça. J'ai entendu ce matin un banquier d'un grand établissement bancaire, je ne vais pas forcément mentionner le nom, mais qui le disait effectivement, où on connaît déjà un peu ce passage sur les taux négatifs, donc ça aura certainement pas le même impact peut-être que la première fois que c'est arrivé. C'est drôle parce que maintenant, un des éléments qui vient le plus souvent quand on doit expliquer quelque chose, c'est la politique Trump. Maintenant, il y a le conflit au Moyen-Orient aussi, encore ça c'est un point aussi qui peut avoir des incidences. Mais je dirais, pour que ça vienne à toucher le marché immobilier suisse, il y aura un sacré choc, je pense. Moi, j'ai le sentiment que plus c'est compliqué ailleurs sur Terre, et plus le marché immobilier suisse se porte bien. Tout le monde veut venir ici. Ouais. Ça va peut-être être ça, finalement, l'enjeu ou le défi de demain. Ça va être de voir à quel point il faut mettre du protectionnisme sur ce marché immobilier pour justement pas qu'il devienne un marché ultra sélectif par rapport à des niveaux de revenus ou ce genre de choses. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. La BNS vient de baisser son taux directeur il y a moins de 24 heures. Le taux est passé à 0%. Alexandre Bettig, tu es expert en estimation immobilière chez Acant et puis président de la CUI. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché immobilier genevois là maintenant, cette baisse des taux? Bon signe. Effectivement, je pense que c'est plutôt un signe encourageant. Tout dépend peut-être d'où on se positionne. Mais effectivement, je pense sur les prix, sur le marché immobilier en général, ce sera plutôt un signe plutôt positif notamment pour les investisseurs. Et je dirais les investisseurs court terme. Pourquoi les investisseurs court terme? Ceux qui ont des taux d'intérêt hypothécaires, je dirais, avec une stratégie plutôt court terme, eux vont plus bénéficier de cette baisse des taux que les taux long terme qui vont varier, mais peut-être dans une moindre mesure, voire plutôt rester stable à mon avis. Vous attendez une hausse assez importante des prix de l'immobilier à Genève? Alors c'est toujours la question un peu difficile ça. Je pense que sur Genève, il faut vraiment différencier les segments de marché. Je pense qu'on l'a vu, le marché immobilier, c'est un marché qui est... Enfin, moi, il m'étonne toujours. C'est un marché incroyablement résilient, résistant, quels que soient finalement les chocs. Oh, le marché suisse, hein. Marché suisse en général. Marché suisse en général, alors totalement. Et Genève, c'est vrai qu'il y a quelques particularités, mais je dirais, dans les perspectives qu'on a, c'est un peu une continuité par rapport au taux. Il y a juste un sur lequel je pense qu'il y a eu un petit peu plus de variation et d'évolution ces dernières années, c'est l'immobilier d'investissement, l'immobilier de rendement, où là, je pense, par rapport à peut-être ce qui a été annoncé en début d'année dans certaines publications, je pense que la hausse sera peut-être un peu plus marquée. Parce qu'il y a un peu plus de liquidité à disposition, parce que pas trop d'autres alternatives de placement, ces taux taux directeur qui diminue, taux hypothécaire court terme qui diminue, voilà, des possibilités d'investissement. C'était quoi les prévisions début d'année qui ont été publiées? Que nous on a faites, où nous on a dit c'est des fourchettes assez globales, hein, mais c'est, on va dire, entre 1 et 3% sur tout ce qui est immobilier de jouissance, donc appartements et villas. Et on s'est risqué sur un tout petit peu plus, mais on va dire ça dépend aussi du référentiel, mais on s'est risqué un petit peu plus sur l'immobilier de rendement en pensant que c'était plutôt aux alentours de 5%. 5% sur l'immobilier de rendement. Sachant qu'il a plus corrigé en fait que les autres segments de marché dans les années antérieures. Ouais, on va y revenir dans un instant, mais ça veut dire que la prévision c'était 5% en début d'année, et puis là la réalité... Non, alors nous on a sorti nos prévisions plus tard que les autres, vu que les premières prévisions qu'on a mentionnées, elles étaient au mois de mars. Okay. On a pris moins de risques. Et effectivement, dès le mois de mars, on a annoncé, on a vu un peu que le marché immobilier de rendement, il repartait en termes de prix fortement à la hausse, et du coup on a annoncé une hausse un peu plus marquée. Ouais. Donc mois de mars c'était 5%. Sur l'immobilier genevois, je précise. Ouais, à Genève, ok, ouais. Purement à Genève. Mais bon, si ça monte à Genève, ça monte un peu ailleurs, moins d'accord. Vite, mais ça monte. Je pense que la réflexion est la même pour les autres cantons. C'était 5% la prévision en mars, et du coup vous vous attendez à ce que ce soit supérieur à 5%? Non, on s'attend à ce que ce soit de l'ordre de 5%. Nous, on avait déjà un peu intégré ces facteurs de liquidité à disposition et ces éléments-là au mois de mars, qui étaient peut-être un peu moins connus, où on pouvait moins les visualiser, mais parce qu'on avait aussi quelques transactions déjà du début d'année où on voyait que les prix repartaient à la hausse. Qu'en tout début d'année ou en fin d'année passée, ceux qui ont fait des prévisions 2025 en fin 2024. Vous travaillez beaucoup avec les institutionnels, hein?
On travaille passablement avec les institutionnels. Ouais. Au niveau de l'expertise, c'est, on va dire, un client ou une clientèle qui est demandeuse d'expertise immobilière. Et eux, ils s'attendent à ce que les taux d'intérêt soient négatifs à la fin de l'année ou pas? Ils anticipent ça? La clientèle institutionnelle, je dirais pas forcément. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces taux négatifs, on les a déjà vécus une fois. Donc finalement, on sait comment anticiper et se préparer par rapport à ça. J'ai entendu ce matin un banquier d'un grand établissement bancaire, je ne vais pas forcément mentionner le nom, mais qui le disait effectivement, où on connaît déjà un peu ce passage sur les taux négatifs, donc ça aura certainement pas le même impact peut-être que la première fois que c'est arrivé. Maintenant, la BNS est descendue à zéro. Ils l'ont fait de manière, alors je pense attendue, en tout cas pour ce qui me concerne, j'étais assez convaincu qu'ils allaient le faire. Après, il faut voir un peu, c'est toujours une question de timing, ça c'est un peu... Et je pense qu'il y a des meilleurs prédicteurs que moi par rapport à ça. Ils sont descendus à zéro. Est-ce qu'ils voudront aller dans les intérêts négatifs? Je ne pense pas dans l'immédiat, d'autant plus que l'inflation elle est relativement stabilisée. Donc je pense que ce ne sera pas une mesure qu'ils vont prendre ni à la légère, ni immédiatement. Le banquier qui pense que l'impact des taux d'intérêt négatifs ne sera pas le même que la première fois parce qu'on n'est pas surpris, il pense que ça va amener où alors? Ça va nous mener où? Les intérêts négatifs? Ouais, parce qu'en soi, la première fois, c'était quoi? C'est une explosion des prix de l'immobilier pour les immeubles de rendement. Ouais, je pense qu'en fait, très, c'est très juste que c'est une. Alors là, on peut parler un peu globalement, mais c'est, je pense, des meilleures anticipations. Et on le voit typiquement. Là, on a eu l'annonce de la BNS où ils ont diminué le taux directeur. Certains facteurs, et typiquement les taux hypothécaires de long terme, n'ont pas forcément réagi à l'annonce non plus, en tout cas pas immédiatement. Donc, mener où ça, on le saura plus tard parce que c'est vrai qu'il faut déjà passer. Il faut savoir que, en fait, en intérêt négatif, il y a déjà des intérêts négatifs sur du très court terme, sur, je pense, certains. Le Saron, je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est surtout une question de jusqu'où on peut aller au niveau taux d'intérêt négatif. Ça, je crois que c'est assez clair. Ils étaient allés jusqu'à moins 0,75. Et puis, à partir du moment où on est en taux d'intérêt négatif, en fait, je me place à la place d'un investisseur. Je pense que c'est plus le référentiel qui change. On n'est plus à zéro quand on calcule notre rentabilité, mais si on commence à avoir des intérêts négatifs, on va peut-être déplacer un tout petit peu le curseur. Et c'est ce qui s'était passé de manière assez marquante la première fois qu'on était allé en taux d'intérêt négatif, où certains clients, et notamment institutionnels, ça c'est juste, ils avaient déplacé le curseur à moins 0,75, et puis du coup, ça faisait des rendements bruts qui étaient de l'ordre de 2,5-3%, au lieu d'avoir des 3,75-4% qu'on a actuellement sur le marché de l'immobilier de rendement. Mais qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à la première fois cette fois? Parce que leur calcul en partant à moins 0,75 sur les calculs de rendement, il va revenir si on retourne à moins 0,75. Alors je pense que, bien sûr, mais maintenant, il faut voir si est-ce qu'ils vont remettre autant. Enfin, je pense qu'il y a un contexte de marché qui a quand même peut-être un tout petit peu changé. Est-ce qu'ils veulent réinvestir massivement dans l'immobilier à ce moment-là? Je pense qu'il y a tout un contexte derrière qui devra se mettre en place. Je pense qu'en fait, c'est juste que les facteurs qui vont mener à ces investissements-là, ils seront un peu mieux, comment dire, peut-être planifiés au niveau de la stratégie, plutôt que ce soit quelque chose d'un peu... On est surpris, et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces intérêts négatifs? Comment ça impacte les autres produits? Quelles sont les autres classes d'actifs qui vont bouger? Enfin, il y a tous ces éléments-là où je pense qu'on avait un peu moins d'idées la première fois que ça nous est arrivé. Ok. Moi, j'ai entendu dire, en parlant à des institutionnels aussi, donc vos clients, que aujourd'hui, donc là, au moment où on fait cet épisode, on est à mi-juin 2025, que les assurances vendent encore des immeubles maintenant. C'est juste. Et par contre, les fonds immobiliers cherchent à acheter évidemment massivement. Les caisses de pension, je sais pas d'ailleurs. Les caisses de pension, elles sont toujours un peu en retard par rapport à tout ce, à tout ce cycle. Dans le sens, c'est pas vulgariser la démarche de la caisse de pension, mais la caisse de pension, en fait, elle aura plutôt un côté prudentiel. Elle doit verser des rentes, c'est pour ses assurés. Donc, elle n'aura pas, entre guillemets, la même propension au risque que pourraient avoir d'autres véhicules de placement, que ce soit les fonds immobiliers ou que ce soit, on va dire, même les tout gros assureurs qui peuvent peut-être investir de manière plus directe et plus massive et faire des changements d'allocation d'actifs peut-être plus rapidement. Mais je dirais, pour répondre à ta question, oui, la clientèle institutionnelle et même les fonds immobiliers continuent à vendre certains immeubles. Mais ça, je pense que ça fait partie aussi d'une certaine
certaine optimisation de portefeuille immobilier. Et je dirais, bien sûr, il y a des similitudes en fonction de ce qui se passe sur le marché, sur les autres classes d'actifs, évident. Mais je dirais que ça a toujours été les gros portefeuilles immobiliers, ils ont cette capacité à pouvoir un peu optimiser leur portefeuille immobilier. Et puis, c'est une question d'exposition au risque, tout simplement. Donc, on va dire peut-être sur certaines phases où typiquement les prix sont très élevés, pourquoi pas peut-être vendre certains objets immobiliers, d'autant plus s'il y a des perspectives de travaux, s'il y a des assainissements énergétiques à faire ou ce genre de choses, pour peut-être les réinvestir dans une autre classe d'investissement. Mais pourquoi les assurances vendent maintenant? Parce que celles qui vendent, elles récupèrent un gain sur la vente qu'elles font quand même. Parce que oui. si elles peuvent attendre encore 6 mois, je veux dire, je vois mal l'immobilier de rendement partir dans l'autre sens puis y avoir des prix qui baissent maintenant. Non, alors, Dans les 12 prochains mois, je vois mal. Là, je pense qu'on est assez alignés, on est assez d'accord. Je pense que non, clairement, l'investissement de rendement augmente. Est-ce qu'il profite d'une certaine aubaine par rapport au prix? C'est possible. Les éléments qui font souvent qu'on est amené à vendre, pour moi, il y en a deux qui sont, alors hormis le besoin de liquidité pour X ou Y raison, ça c'est parce que ça peut être une raison, mais je dirais c'est les travaux futurs, les capex qu'il faut sortir sur un immeuble, ça c'est vrai que c'est pris clairement en considération. Et puis, et là on en revient un petit peu au marché genevois, moi il y a 2-3 ans, j'arrivais pas à comprendre pourquoi institutionnels, fonds immobiliers commençaient à vendre les immeubles à Genève. Alors que finalement, on se dit, bon, Genève, c'est au risque, il n'y a pas trop de vacances, on louera toujours assez bien. Et puis en fait, de plus en du coup, j'ai questionné un petit peu à gauche, à droite. Et puis, ce qui m'a été répondu, c'est les lourdeurs administratives. Pour faire des travaux, pour mettre en place des stratégies, et notamment des stratégies d'investissement, que ce soit l'assainissement, que ce soit même la rénovation d'appartements. Et les lourdeurs administratives dans le canton de Genève, je pense, sont plus importantes que dans d'autres cantons, ce qui peut freiner un peu certains gros propriétaires immobiliers, notamment des propriétaires, je dirais, qui ont une vision peut-être sur l'ensemble de la Suisse. Celui qui habite à Genève, il connaît la lourdeur administrative genevoise, on va dire. C'est les Suisses allemands qui vendent en fait. C'est principalement les marre de les la lenteur des rendements. Quoi. Exactement, c'est ça. Genève détient le record de Suisse, si je ne me trompe pas, de la lenteur administrative pour délivrer des permis de construire, avec une moyenne de 500 jours. Ok. Donc, c'est très, tout très s'explique. Si tu devais mettre en priorité les 3 éléments qui influencent le plus les prix des immeubles de rendement entre le taux, les loyers et puis cette fameuse valeur verte, efficacité énergétique, c'est quoi? Alors, je dirais, ça dépend un petit peu. Ça, c'est une réponse d'expert. Ça. Ouais, le contexte immobilier. Mais je vais répondre à la question, il n'y a pas de souci. Non, moi, je pense que et je le vois aujourd'hui clairement, ce qui drive quand même beaucoup l'immobilier d'investissement, c'est juste de le préciser, c'est principalement les taux hypothécaires. Ouais. Quand même. Ouais. Parce que je pense que c'est ça aussi qui permet d'optimiser les stratégies en termes financiers. Et du coup, je dirais que c'est ça qui drive, à mon avis, principalement l'immobilier de rendement. Après, c'est assez... loyer, bien sûr, mais le loyer, finalement, là, ça va dépendre un peu dans quelle situation on est. C'est vrai que sur Genève, on sait que c'est un marché qui est résilient, qui risque pas forcément d'y avoir de chute. Je dirais la seule crainte qu'on peut avoir peut-être par rapport au niveau des loyers, vu l'offre et la demande qui est un peu il n'y a pas assez d'offres, il y a beaucoup de demandes, peut-être le seul élément qui pourrait un petit peu venir gripper tout ça, c'est peut-être le taux de référence qui, suite à la baisse, là c'est une transition, la baisse du taux directeur va certainement faire baisser le taux de référence pour la fixation des loyers. Là, il pourrait y avoir un risque par rapport à la pression à la baisse sur le niveau des loyers par rapport aux demandes de réduction qui peuvent être demandées. Mais je dirais les loyers, c'est pas forcément le point. Alors bien sûr, si on vient sur un terme vacances, risque de vacances, ce genre de choses. Ok, mais sinon, je pense pas que le loyer soit la priorité. Et puis le troisième, c'était valeur verte, tout ce qui est en fait énergétique et tout ça. Ça, c'est assez... Moi, je suis assez surpris qu'en fait, le facteur, on va l'appeler valeur verte, mais on va dire tout ce qui est lié plus spécifiquement à tout ce qui est rénovation énergétique et tout ça, il prend de l'importance en fonction des deux autres, enfin surtout des taux,
Si les taux sont stables et puis qu'ils ne bougent pas trop, tout d'un coup, le facteur énergétique revient énormément sur le devant de la scène et puis on se dit, bah là, on a des gros capex, on va commencer à décoter. Mais du moment que les taux prennent un peu le relais en termes d'actualité, on va dire, j'ai le sentiment souvent que ces éléments de valeur verte et de rénovation énergétique passent des fois un peu au second plan en termes de priorité dans les stratégies, notamment des fonds immobiliers ou des véhicules de placement, collectifs. Ça va peut-être être bête ce que je dis, mais tu as dit que c'était le taux, donc la rémunération, le coût du capital étranger, au final, qui fait varier le plus le prix de l'immobilier de rendement. Sauf que les gros propriétaires d'immobilier de rendement, c'est les propriétaires qui n'ont pas de coût de capital étranger, au final, puisqu'ils achètent en fonds propres. Ouais, c'est juste. C'est juste. Mais je pense qu'en fait, c'est de manière assez générale, en fait. Le fait qu'on ait ces taux qui diminuent rend, à mon sens... Je pense qu'encore une fois, c'est un ensemble. Et je pense que dans une tendance de baisse des taux, on a cette... où est-ce qu'on place l'argent pour qu'il soit suffisamment... Enfin, qu'il rapporte quelque chose. Et les institutionnels, ils sont vraiment sur cette optique de où est-ce qu'on place l'argent à long terme avec une sécurité du rendement. Et je pense que l'immobilier fait d'autant plus son rôle de valeur refuge quand il y a ces variations sur d'autres facteurs économiques. Et on le voit avec toute une série d'autres facteurs macroéconomiques, en fait. Et pour l'immobilier commercial, industriel, il y a quoi qui rentre en compte en plus de... Parce que ça, c'était plutôt résidentiel. Ouais, alors j'avoue, je maîtrise un peu plus le résidentiel que le commercial industriel. Je pense que le commercial industriel, il y a beaucoup, peut-être plus d'opportunités dans ces investissements-là. C'est plus un marché opportuniste. Et puis, dans les stratégies, c'est soit on a décidé que la stratégie, et c'est le cas, il y a pas mal de fonds qui sont d'ailleurs créés ces dernières années sur ce segment de marché-là, je pense en misant sur le fait que c'était quand même un marché de niche qui offrait des rentabilités plus élevées que le résidentiel, avec une part de risque qui est aussi un peu plus liée. Mais c'est vrai que c'est un marché plus opportuniste, le marché résidentiel. Sauf qu'en plus, pour le commercial et l'industriel, les capitaux étrangers sont autorisés, quoi. Exact. Il y a quand même beaucoup plus de capitaux qui peuvent investir. Ouais. Est-ce que le départ des expatriés à Genève, ça va influencer le marché ou pas? C'est une très bonne question. Question qui sort dans les médias. Ouais, c'est une très bonne question. Et encore une fois, je reviens aux annonces qu'on avait faites au mois de mars. On avait dit que finalement, alors je refais un peu le focus parce que forcément, ça concerne peut-être un peu plus Genève, cette question-là. J'avais fait le focus par rapport à ça sur la démographie ou l'attractivité, on va dire, de la Genève internationale, comme on aime bien l'appeler. C'est vrai que finalement, la démographie à Genève, elle est croissante, elle va continuer à croître, grâce notamment à tout ce qui est immigration. On le voit sur la part démographique, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis là, on a, ces dernières années, fait des scénarios, et franchement, les scénarios ont toujours été plutôt bons en termes de démographie. Alors après, ça crispe d'autres choses. Mais finalement, un peu le seul caillou qu'on pourrait voir poindre, c'est effectivement ça. C'était quand... Donald Trump a mis en place sa politique et puis qu'il a notamment gelé des financements par rapport à certaines organisations, et je pense notamment c'était quoi? C'était l'agence américaine pour le développement international, où il a gelé les financements, et puis tout d'un coup il y a eu ces réflexions sur le marché genevois de se dire finalement quelle est la proportion de personnes qui travaillent dans ces organisations-là et qui pourraient, entre guillemets, du jour au lendemain, j'exagère un petit peu, mais assez rapidement, quitter Genève et puis finalement faire qu'on aurait une baisse de la démographie. Et c'est vrai que, alors, là c'est à titre très personnel, mais je pense que la part que ça représente, elle n'est pas négligeable, mais par contre elle n'est pas suffisante pour forcément faire infléchir certains éléments, et notamment le niveau des loyers, par exemple, sur le marché genevois. Quand tu dis elle n'est pas négligeable, c'est que le marché va quand même se détendre à Genève? Parce que moi j'ai vu des projections de l'ordre de 2000 personnes qui partent, 5000 personnes qui partent. Mais en même temps, je me dis... L'ordre de grandeur, c'est ça. Hein. Mais 5000 personnes sur 500 000, alors, encore une fois, c'est pas négligeable. Ouais. Mais de là à ce que, vu cette différence qu'on a entre offre et demande actuelle, je pense que ça ne sera pas suffisant pour détendre le marché immobilier genevois, que ce soit à la location ou que ce soit au niveau des prix.
Ouais, l'autre jour, je regardais les comparaisons un petit peu des marchés, puis en fait, on va sur Mgate ou immobilier.ch ou ImmoStreet, c'est égal. Et puis, vous tapez appartements à vendre Genève et vous avez 700 appartements à vendre. Et puis, je pense que sur les 700, bah, évidemment, il y a plein de courtiers qui vendent les mêmes apparts. Donc, en fait, vous Ouais, enlevez 30% de doublons. exact. Et en fait, il reste peut-être, je sais pas moi, 500 appartements à vendre, Ouais. en gros. Donc, vous avez 500 appartements à vendre à Genève pour 550 000 habitants. Et vous faites la même chose sur le canton du Valais. Alors certes, le canton du Valais a les stations de ski aussi, hein, tout le marché des résidences secondaires où il y a beaucoup de logements. Et là, vous êtes à 4500 appartements. Et puis 4500 appartements, vous enlevez, voilà, vous enlevez une trentaine de pourcents. Enfin, bref, il vous reste peut-être 3000, 3500 appartements euh, pour 350 000 habitants. Donc C'est là où on voit justement que le marché, il est quand même assez. c'est fou. Ouais, enfin, c'est un marché qui est très restreint, mais il est restreint par le territoire. Sincèrement, le territoire genevois, il est relativement petit. Et puis, c'est vrai que alors, effectivement, il n'y en a pas autant que ça, des biens immobiliers avant. Ou alors, c'est ceux qui sont très très chers et qui n'ont pas encore trouvé l'ajustement entre, entre le bon prix qui est prêt à mettre un acquéreur pour y habiter et puis les attentes du vendeur. Euh, mais sinon, non, les prix sont quand même, sont quand même particulièrement élevés sur le canton de Genève du fait de cette offre et de cette demande qui pour l'instant sont pas suffisantes pour estimer que ce soit un marché, on va dire, entre guillemets, efficient par rapport à ça. Bah, je me dis en fait, si vous avez 5000 personnes qui partent, là, je parle du marché à la vente, effectivement, pour les loyers, c'est encore un Ouais, peu ouais. différent. Mais si on parle du marché à la vente, vous avez 5000 personnes qui partent à Genève. Il y a 18% de propriétaires à Genève, on arrondit à 20%. Alors je sais pas, après, entre expatriés qui louent et qui est Ouais, propriétaire, mais ouais. admettons, c'est à peu près pareil. Vous avez 20% de propriétaires, donc il y a 1000 logements en gros qui devraient être mis sur le marché à un moment donné. Ouais. Vous avez une partie de maison, une partie d'appartement, je sais pas, c'est peut-être un tiers, deux tiers, parce que, ou alors peut-être 10%, 90%, hein, je sais pas. Mais sur ces 1000, vous avez certainement la moitié qui part simplement par des connaissances, Ouais. des Je choses, pense parce que c'est je veux dire, clair. c'est comme les baby boomers qui vont laisser des maisons derrière eux, ça va rester dans la famille, il n'y a pas 400 000 maisons qui vont arriver du jour au lendemain sur le Ouais. marché. Et donc, c'est-à-dire peut-être il en reste 500, mais une partie c'est des maisons, une partie c'est des appartements, le marché il va pas changer drastiquement. Alors clairement pas. Et puis je pense que c'est ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est que bien sûr il faudra trouver des gens qui vont les acheter, mais aujourd'hui ces gens qui vont les acheter, il y en a. Il y en a qui sont là. Alors il faut qu'ils obtiennent des prêts, des prêts hypothécaires. L'octroi de crédit, c'est peut-être encore une autre discussion. Mais bon, peut-être ce qu'on n'a pas trop évoqué non plus sur le marché genevois, c'est que bah on a quand même un marché un petit peu à deux vitesses sur Genève, hein, avec ces fameuses zones de développement. Et puis si on regarde un peu, alors j'ai pas forcément de chiffres à donner par rapport à ça, mais si on regarde un petit peu les transactions immobilières, bah, c'est clair que ces zones de développement, c'est quand même des zones qui apportent assez massivement des logements sur le marché et de la vente et de la location, à des prix qui sont contrôlés, à un niveau de loyer qui est contrôlé, à un niveau de coût qui est également fixé. Donc on a un peu un marché à Genève qui est à deux vitesses, on va dire, par rapport à ces ventes. Donc c'est vrai que quand parfois on sort les statistiques ou les analyses, bah, nous on le sait parce qu'on sait que dans l'ensemble de ces transactions, il y a ces objets-là. Mais je pense que si on faisait une analyse plus fine uniquement sur les objets hors zone de développement, par exemple, les prix seront probablement en moyenne, en tout cas, encore plus élevés que ce qu'on veut bien annoncer. Tu as évoqué rapidement la possibilité que les gens aient de la peine à se faire financer. Ouais. C'est quelque chose qu'on sent sur le marché là. Ouais, je pense que qu'on sent, bah, on le sent forcément parce qu'en fait, je pense que sincèrement, dans l'état d'esprit des gens, même si c'est pas forcément trop la mentalité entre guillemets suisse d'absolument être propriétaire de son bien immobilier, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui voudraient acheter des biens, que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire. Et après, ben, on a forcément ce frein dans l'octroi du prêt hypothécaire. Alors bien sûr, il y a les 20% de fonds propres, et puis après, il y a surtout tous les calculs qui sont faits par rapport à la capacité financière pour
pouvoir obtenir ces prêts hypothécaires. Et là, typiquement, on a beau parler de baisse de taux, ce genre de choses, au niveau des banques, je ne suis pas sûr que ce soit... C'est un risque, donc je ne suis pas sûr que ça va modifier quoi que ce soit dans les conditions d'octroi de crédit. On aura toujours les mêmes calculs de, entre guillemets, sécurité pour le financement d'un bien immobilier. Bah, là, on sent d'ailleurs sur le marché plus de difficultés depuis BAL 3 avec les financements, de manière générale. Des banques qui sont un peu plus restrictives aujourd'hui pour offrir des financements. Ça a un impact ça, sur l'immobilier de rendement, là, on le sent ça ou pas? Ça réduit le nombre d'acheteurs potentiels, donc ça rajoute des freins ou pas nécessairement? Bah, si on reste vraiment sur l'immobilier de rendement, je dirais, les banques, elles doivent se refinancer de leur côté au niveau des capitaux. Donc à chaque fois qu'elles font des prêts, forcément, elles doivent se refinancer. Je dirais que je pense que ça dépend un petit peu du côté investisseur, de quel type d'investisseur on a affaire. Est-ce que c'est un investisseur qui va... Alors, on a parlé des biens de jouissance. Les biens de jouissance, c'est clairement des montants de financement qui sont relativement élevés par rapport à la valeur du bien immobilier. Je pense que si on parle des investisseurs, alors on a parlé de la caisse de pension assurance, ils font pas trop de financement, donc c'est vite réglé aussi. Mais je dirais tout ce qui est fonds immobiliers, fondations de placement ou véhicules de placement, eux, ils sont aussi limités à un tiers en termes de financement. Donc en termes de risque pour la banque, c'est pas forcément un risque de financer à hauteur de ces montants qui sont fixés dans la loi en fait. Je parlais pas plus tard que hier, je pense à certainement un de vos clients, mais je sais pas. je te demanderai ça après. Et puis il me disait à Genève en 2022-2023, année 2023 je crois, il y a eu des baisses jusqu'à 15, 20, 25% sur les immeubles de rendement. Alors que, donc deux questions, est-ce que c'est juste déjà premièrement? Et comment on explique autant de résilience du marché immobilier résidentiel classique, donc de jouissance par rapport à l'immobilier locatif? Pourquoi autant de différence dans la volatilité des prix, quoi? Alors, 22-23, il faut savoir que ça correspond à la suppression on repasse en taux positif. Il y a tous ces facteurs de hausse de taux qui, entre guillemets, s'annoncent. Et comme on l'a dit au tout début, c'est principalement ça qui drive un petit peu l'immobilier d'investissement. Et puis, à cela, 22-23, c'était vraiment une période où on était en train de parler ESG, stratégie énergétique, donc il y avait quand même un peu je ne vais pas dire une épée de Damoclès, mais je le dis quand même, de tout un cadre, un nouveau cadre, on va dire, en termes de contraintes par rapport à l'assainissement énergétique, par rapport aux critères énergétiques sur les biens immobiliers. Et je pense que la réaction du marché immobilier, de l'investissement, a effectivement pris une ampleur assez soudaine. On dit souvent qu'il y a des inerties sur le marché immobilier, qu'il faut attendre un petit peu, mais là, c'est vrai qu'il a réagi très fortement. Et puis on reparle de ces lourdeurs administratives, mais je pense que tout d'un coup, il y en a beaucoup qui ont pris un peu peur par rapport à ce marché genevois, et puis qui ont effectivement vendu des immeubles dans la précipitation ou par crainte et du coup, certains ont fait des bonnes affaires. La fenêtre d'investissement était relativement petite. Et étonnamment, c'est pas là où les fonds immobiliers ont fait le plus de levées de capitaux où l'intérêt pour l'immobilier était le plus important. Donc, je pense que c'est une part très minime de personnes qui ont eu l'intelligence d'acheter à ce moment-là, qui ont réussi à profiter des opportunités qui se sont présentées. Mais c'est juste, je confirme. J'ai aussi mentionné, je crois, 15 à 20% à un moment donné sur les corrections de certains immeubles, pas de tous les immeubles non plus. Ok. Si on rentre dans l'expertise immobilière, plutôt, et pure, donc l'évaluation des biens immobiliers, on a un immeuble de rendement aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'échanger avec une personne très 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 financière, vraiment purement financière, qui s'intéressait au marché immobilier et puis qui me disait ouais, bah, maintenant on devrait plus utiliser, parce qu'aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent, un immeuble de rendement est évalué assez simplement comme un business en fait, un peu, c'est des flux qui rentrent, qui sortent. Voilà, méthode financière, donc c'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Du cash flow. En gros, du cash flow. C'est ça qui intéresse un investisseur. Et il me disait on ne devrait pas utiliser la méthode DCF, donc qu'on utilise pour faire des projections sur des années qui viennent, parce qu'il me dit ça n'a aucun sens, parce qu'on n'arrive pas à anticiper, etc. Puis bon, en finance maintenant, même pour les sociétés, on n'utilise plus ça. Bon. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une évolution et qu'on retourne un peu au basique de la valeur de rendement
Statique, classique. Personnellement, je dirais pas forcément ça. On voit Non. aujourd'hui dans les méthodes d'évaluation, clairement, est privilégiée la méthode DCF qui est basée sur les cash flows projetés. Donc on a vraiment financiarisé entre guillemets la méthode d'estimation pour les biens de rendement. Ce qu'on fait peut-être un peu plus, mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais on l'a souvent quand même fait, c'est de comparer en fait effectivement cette méthode DCF à une méthode peut-être plus statique, type valeur intrinsèque, qui est plus en lien avec la taille du bâtiment, avec pas forcément les éléments financiers, mais plutôt les éléments de coût du bâtiment. Et ça, c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de comparer les deux méthodes, parce que en fonction de l'écart qu'il peut y avoir, ça devrait susciter des interrogations de l'expert immobilier, de pouvoir en tout cas les justifier, et puis après de prendre position sur pourquoi finalement c'est plutôt peut-être cette valeur-là qui est juste ou cette valeur-là. Maintenant, je pense que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les immeubles de rendement, y a quand même un marché. Et puis c'est un peu le marché qui dicte au final aussi les valeurs des biens de rendement. Et ça peut arriver, moi j'ai eu des cas comme ça où on fait une valeur intrinsèque d'un bâtiment, mais on sait très bien que le marché, financièrement parlant, il n'y aura pas d'acheteur ou pas d'acquéreur. Donc se pose la question de finalement quelle est la bonne valeur si le bien il peut pas s'échanger à cette valeur-là malgré que la valeur intrinsèque ou par des coûts de construction aboutit à une valeur qui soit plus importante. Donc ça, je pense que c'est assez important. Est-ce que tu peux expliquer rapidement pour les personnes qui écoutent ce que c'est la différence justement entre la valeur intrinsèque, comment ça marche et la valeur DCF? Ouais, alors en quelques mots, la valeur DCF, on va commencer par celle-là, c'est peut-être celle que j'utilise le plus. C'est vrai que c'est une projection de cash flow. Donc on estime des produits, on estime des charges, on estime des capex, et puis on actualise tout ça au niveau du nombre d'années qu'on estime en termes d'horizon temps futur. Généralement, on essaie d'avoir quelque chose quand même dans les modèles qui permettent un horizon temps relativement long. C'est vrai que ce qui est privilégié aujourd'hui, c'est plutôt un horizon temps de 10 ans, avec une valeur de sortie qui est en fait capitalisée à l'infini, entre guillemets. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais bref, ça c'est au niveau de la méthode de DCF. Et puis la valeur intrinsèque, alors là pour le coup on est sur une valeur beaucoup plus liée au volume du bâtiment. Donc en fait on part d'une valeur à neuf, un prix au mètre cube à neuf du bâtiment, duquel on retranche une vétusté, et puis à cela on ajoute la valeur du terrain, et puis une série de frais secondaires, typiquement des frais financiers ou autres frais qui peuvent être en lien avec le bâtiment, et puis on additionne ces frais-là. Donc deux approches assez différentes quand même. À partir de quand on estime qu'on est plus précis dans la DCF? C'est-à-dire parce qu'on peut projeter un peu des travaux qu'on va faire dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, mais à partir de quand ça n'a plus aucun sens? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait pas comment l'inflation des coûts de construction va évoluer, l'incertitude elle évolue pour plein de choses, hein, même des contraintes techniques, des contraintes de normatives, hein, sur la construction. Et donc au bout d'un moment, on peut projeter des travaux, mais est-ce que ça a encore du sens? C'est juste. Je dirais peut-être les travaux au niveau méthodologique, c'est peut-être ce qui est le plus simple et le plus logique, dans le sens où on peut estimer des cycles de rénovation par rapport à des durées de vie. Donc on peut assez facilement dire, même si dans le temps on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont tomber, le fait qu'il y ait cette récurrence au niveau des travaux, je pense que ça c'est assez facilement projetable. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'estimer précisément ce montant des travaux et à quel moment est-ce qu'ils devront être faits. Et là, l'horizon temps, il est relativement court, hein, même 10 ans. Personnellement, je suis bien incapable de dire à 10 ans, ça va être tel prix. Donc, forcément, on mise un peu sur des tendances de marché, sur de l'inflation, comme on fait finalement aussi un peu pour les loyers. C'est exactement la même chose. Le niveau de loyer, demain, il peut arriver un choc économique qui a eu un impact sur ce niveau des loyers, qui, j'en sais rien, la démographie chute drastiquement en Suisse. On a des niveaux de loyer qui baissent. On aura forcément par cette méthode-là des points compliqués à intégrer dans les modèles, et puis qui vont faire baisser les valeurs. Mais je dirais, si je dois répondre très précisément, je pense que l'horizon temps, on peut en avoir un, et là je pense plutôt charges et travaux assez précis jusqu'à 3-5 ans, parce qu'on peut déjà se dire que si aujourd'hui par exemple on projette
un concept énergétique avec des gros travaux de rénovation. On demande un devis aujourd'hui, on demande des chiffres. Je pense on va obtenir un montant à ce jour. Dans quelques années, on est assez à l'aise pour se dire il va peut-être évoluer avec l'inflation et ce genre de choses. Au-delà de 3-5 ans, ça devient un peu plus théorique, on va dire. Tu parlais d'évolution démographique il y a un instant. Est-ce que à quel stade, dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à prendre en considération, où on prend en considération l'évolution politique aussi, la volonté politique. Typiquement, on vote là, certainement fin d'année, début d'année prochaine, l'initiative de l'UDC sur la durabilité. On veut bloquer le nombre d'habitants à 10 millions d'habitants en Suisse. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ou alors même avec la casquette de la CEI, comment est-ce qu'on fait pour considérer ça influence forcément un peu les prix. Alors, même et l'UDC d'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais si je me trompe pas, voulait introduire une initiative aussi lancer une initiative sur la fin des capitaux étrangers tout court pour le commercial et industriel aussi. Ouais, alors c'est sûr que les enjeux politiques ont des répercussions sur le marché immobilier. Ça, c'est évident. Typiquement, ce fait de vouloir limiter peut-être la population suisse à 10 millions, quel que soit le nombre, ça a forcément un impact. Et je pense que ça a un impact, et ça je le dis parce que c'est quand même un élément qui est à mon sens driver, même si on n'en a pas forcément parlé comme ça, mais qui est assez driver aussi du marché immobilier, c'est la démographie. Et du moment qu'on commence à modifier un peu la croissance démographique, parce que je parle vraiment de croissance ces dernières années, ça a été une croissance très constante, on a toujours eu à peu près les mêmes taux, 2-3 exceptions, mais et du moment où on vient avec des changements, que ce soit politiques ou autres, économiques ou juridiques, qui viennent changer ces scénarios démographiques, ça aura des impacts sur l'immobilier. Ça forcément, on aura une offre et une demande qui seront modifiées, enfin surtout une demande du coup, et ça va modifier les prix, ça va modifier en fonction de l'ampleur bien entendu, mais ça peut modifier les prix et les niveaux des loyers. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est des réserves qu'on émet dans une évaluation? Bah ça, il faut. C'est le facteur démographique, il n'est pas direct dans une dans une méthode d'estimation. Je ne crois pas que mes confrères l'utilisent de manière directe. Il peut influencer. Non, mais n'importe quelle autre indirectement, décision politique. Ouais. Oui, alors clairement, du moment que c'est une décision politique qui a son sens et qui a un impact, il doit être considéré. Il sera considéré forcément de manière un peu indirecte à travers les différents paramètres qu'on utilise pour calculer les valeurs, je pense. Je pense au niveau des loyers, je pense aux travaux énergétiques, si tout d'un coup, par exemple, le projet de loi Vaudois passe. Enfin, il y aura plein d'éléments comme ça que l'expert immobilier doit adapter en fonction de ces enjeux-là. Ouais. Un autre élément qui va un petit peu avec tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est cette problématique qu'on a sur le marché immobilier suisse de la protection des métiers de l'immobilier, de l'évaluation, mais comme n'importe quel autre métier. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Parce que le métier se professionnalise drastiquement. Ouais. D'ailleurs, c'est terminé. Ouais. J'imagine il y a une trentaine d'années, on pouvait faire une petite promotion parce qu'on avait un petit terrain familial quelque part. On se disait développeur. On fait une petite promotion immobilière dans les années 80. Là, aujourd'hui, concrètement, c'est impossible. Il n'y a pas un privé qui fait une promotion immobilière seul sans avoir d'informations ou de compétences à Genève. Ça n'existe pas vraiment, quoi. Ou c'est peut-être des cas très très rares. Est-ce qu'il faudrait obliger la formation ou... Bon, alors là, je vais surtout parler avec ma casquette de président de la CEI, de la Chambre d'experts en estimation immobilière. C'est vrai que c'est un problème. Le fait que le titre d'expert immobilier, au même titre d'ailleurs que celui de courtier, n'ait pas de protection particulière, finalement, pour le client qui demande une expertise, ça peut être déroutant. Tout le monde peut un peu se proclamer expert immobilier. Et là, c'est vrai que pour moi, il y a deux facteurs qui sont très importants, mais surtout c'est les filiales de formation. Ça, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait des filiales de formation qui puissent former sur le métier de l'expertise immobilière. Donc là, je pense vraiment notamment au brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, où c'est vraiment un brevet qui est fait pour l'expert immobilier. Et puis après, forcément, il y a tous les autres éléments que l'expert immobilier doit acquérir. Et ça, c'est plus des connaissances marché, ça se fait avec l'expérience, ça se fait avec la connaissance du terrain.
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est les qualités d'un expert immobilier, elles reposent beaucoup sur ces compétences méthodologiques qu'on apprend dans le cadre de la formation ou de la formation continue, et puis ces connaissances marché que là on apprend avec l'expérience et la pratique du terrain. Mais fondamentalement, entre un expert immobilier et un estimateur en ligne, qu'on connaît maintenant, drastiquement, c'est quoi la différence? C'est quoi la plus-value? C'est quoi le niveau de précision? Ouais, alors ce sera difficile de donner exactement un niveau de précision. Par contre, il faut bien penser que il y a calculateur en ligne, et puis on va dire il y a peut-être des modèles qui sont un peu plus sophistiqués et développés, qui reposent sur quand même beaucoup de data. Et ça, je pense que c'est un outil que l'expert immobilier il doit aussi savoir utiliser dans son activité d'expert immobilier. C'est des outils qui peuvent être très précis. Alors, en fonction de la data qui est derrière, sous-jacente, forcément. Mais de temps en temps, quand on prend un bien relativement standard dans une ville où il y a suffisamment d'objets comparables dans l'échantillon de données, ça peut donner des valeurs relativement précises. Ce n'est pas forcément des fourchettes qui sont énormes. Alors, la plupart des estimateurs gratuits en ligne et tout ça, vous donnent des fourchettes, et puis généralement c'est pour vendre votre bien, donc après c'est pas forcément en lien avec une vraie estimation immobilière comme nous on l'entend au niveau de la CEI. Donc voilà, c'est un peu ça. Encore une fois, ces outils en fonction de la data, et je pense même ceux qui sont plus poussés, on pourrait parler de l'intelligence artificielle qui vient là-dedans, ils vont être de plus en plus précis. Donc la plus-value que l'expert immobilier va apporter, et ça, on revient sur les connaissances marché, il faut pouvoir apprécier cette valeur qui sort de l'outil. Parce que si l'outil vous donne une valeur qui est complètement fausse, et puis que vous ne savez pas l'apprécier, vous la donnez comme ça au client, c'est hyper dangereux. Donc là, il y a vraiment quand même tout un travail d'appréciation et de conseils, d'accompagnement. Et je pense que tout ça, au niveau de l'expertise immobilière, ce sera de plus en plus important pour l'expert immobilier 2.0 ou l'expert immobilier futur, où il y aura tout le côté humain en termes de conseils, d'accompagnement. Et là, ça va vraiment reposer sur des connaissances marché. À ton avis, il faudrait introduire plus de transparence sur les prix de transaction du marché immobilier, parce que Genève, les prix de transaction sont publics. Mais c'est le seul canton alors de Suisse romande, peut-être de Suisse, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait l'introduire partout, ça? En France, par exemple, c'est beaucoup plus transparent. Ouais. Alors, j'avoue, j'ai de la chance de travailler sur le marché genevois, parce que c'est vrai que c'est une mine d'informations, d'avoir rien que les prix de transaction. Enfin, ça prend beaucoup de temps à être traité en termes de données, mais c'est vrai que ça donne une transparence au marché qui est probablement plus importante que dans d'autres cantons. Et puis alors, là je parle plutôt du métier de l'expert immobilier. C'est vrai que ça lui apporte une information où, entre guillemets, s'il a l'habitude de traiter ces informations-là, il aura peut-être des paramètres de prix qui seront peut-être un peu plus en ligne avec ce qui se fait sur le marché au niveau transactionnel. Je prends le canton de Vaud ou d'autres cantons où on n'a pas ces informations-là. Alors là, l'importance de la connaissance du marché, de l'expert, mais qui a aussi des informations, que ce soit par les notaires, par les banques, de prix de marché ou de prix qui sont réalisés dans le cadre de transactions effectives, c'est une recherche qui est peut-être plus conséquente sur les autres cantons par rapport à l'accès à l'information. J'ai échangé avec un de ces logiciels de mise à disposition des données. D'ailleurs, accessoirement, je dis ça parce que, non, mais de ma propre expérience, en utilisant plusieurs logiciels qui eux-mêmes exploitent les mêmes données. C'est les données de transactions achetées auprès des établissements de financement, c'est grosso modo, c'est la même chose, mais qui sont traitées, je pense, de manière un petit peu différente dans leur outil. Moi-même, en les utilisant, j'ai des différences pour les mêmes logements avec les mêmes caractéristiques, assez surprenantes. Surprenantes. Ça m'arrive souvent d'arriver à un bien immobilier sur un des logiciels c'est 700 000, l'autre logiciel c'est 900 000, et moi je me dis ça vaut à peu près 800 000 quoi. Mais la fourchette elle est gigantesque. Non, mais je pense qu'on peut vite arriver, encore une fois, et on peut vite arriver à certaines erreurs, parce que c'est vrai qu'il commence à y en avoir une pléthore de ces outils qui ont sur le principe un peu la même philosophie, dans le sens où ils vont chercher des informations publiques
plutôt public. Alors peut-être ils en achètent aussi une partie, mais c'est plutôt public et je dirais que c'est plutôt généralement de l'offre qu'ils ont réussi à récupérer à gauche à droite sur différents sites internet. Pour moi c'est deux logiciels différents. Et puis après il y a le transactionnel et il y a l'offre. Ça on est complètement d'accord. Non mais dans ces logiciels, il y a le logiciel qui sert à générer des leads pour des courtiers donc qui est là pour dire sur le marché, l'offre qu'il y a sur le marché, sur les annonces, c'est ça à peu près, estimer votre bien immobilier. Et puis il y a le logiciel du professionnel qui est utilisé pour des vraies données de marché, mais là qui coûte beaucoup plus cher. C'est pas d'estimation gratuite, ça coûte très très cher, mais les données proviennent des établissements de financement et c'est des vrais prix de transaction. Alors c'est vrai que sur ces des choses différentes. Mais je pense que beaucoup d'experts immobiliers aujourd'hui utilisent ces données, même si elles sont relativement coûteuses. Mais effectivement, c'est une source de data que le commun des mortels ne peut pas avoir directement. Donc forcément, on va sur ces outils-là. Et là, clairement, c'est plutôt du transactionnel. Et ça a une importance parce que c'est vrai que ça permet aussi de comparer finalement les écarts qu'on peut avoir entre l'offre. Pourquoi mon bien, il ne se vend pas à ce prix-là. Donc on peut avoir un écart entre l'offre et puis finalement le marché. Et puis après, je reviens sur le fait que effectivement, ces outils-là, il y en a beaucoup. Donc il faut choisir, je pense, les bons outils qui sont utiles à l'expert immobilier. Et encore une fois, il faut que l'expert immobilier sache aussi apprécier ce qui sort de l'outil. Tu l'as dit, si c'est 700 000, c'est 900 000. Alors soit on se fie un peu aux deux et puis on se dit ça peut qu'être entre les deux. Mais je pense que derrière tout ça, tu as quand même une réflexion, toi, dans ton marché, où tu te dis, mais non, mais ça, jamais je viendrai l'acheter à 700 000 francs. Enfin, si, à 700 000 francs, je viendrai l'acheter, mais jamais je l'achèterai à 900 000. Ouais. Donc, je pense qu'après, il y a vraiment beaucoup de cette compétence de l'expert à savoir aussi par rapport à son marché, qu'est-ce qui est admissible ou absorbable par le marché local. Ouais. En discutant avec un de ses fournisseurs de données et d'expertise, il me disait, le prix des loyers, grosso modo, sur les annonces immobilières en ligne, c'est précis à 99%. Parce que c'est très rare de négocier son loyer en Suisse. Ouais. Voilà. Donc il disait, ce que vous voyez sur Internet, sur les annonces, franchement, c'est grosso modo, c'est juste. Après, il y a le net brut, ça c'est quand même une différence assez substantielle. Mais voilà. Mais en gros, c'est juste. Il me disait, par contre, les prix de transaction, les prix de transaction réels, les prix de vente, alors là, entre les annonces et la réalité du marché, il y a une différence énorme. Et, il me disait, il y a une différence énorme, mais complètement hétérogène en fonction des régions. C'est-à-dire que vous avez des régions un peu plus reculées dans le canton du Jura, ou j'en sais rien, même Fribourg-Valais, avec des fois des différences entre le prix de l'annonce et puis le prix de transaction qui est de plus ou moins 20%, ce qui est gigantesque. Et puis vous avez dans des régions typiquement Zurich, Genève, où là, ce qui est reflété par le marché, c'est que l'annonce, elle est des fois et parfois beaucoup plus souvent inférieure au prix de transaction. Ouais. Où il dit l'appartement est mis en vente, mais au final, il se vend plus cher. Ouais. Parce que la demande est tellement importante qu'on ne peut pas dire, c'est grosso modo en moyenne, c'est moins 12%. Non. Ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça. Ouais, ça marche pas. Et puis, c'est très, très micro-situationnel. Ouais, je rejoins. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des grosses différences entre l'offre et puis un prix de vente. Après, c'est toujours... Je pense que c'est quand même toujours intéressant d'avoir, même dans une estimation, des comparables de marché. Que ce soit même des comparables disponibles sur le marché. Premièrement, ça permet de dire est-ce que le marché est finalement liquide, pas liquide. Est-ce qu'il y a quand même des objets qui sont sur le marché comparables à peu près, ce ne sera jamais exactement comparable, on est d'accord, mais qui correspondent à peu près à certaines caractéristiques de notre objet. Et puis d'arriver à mettre en évidence ce différentiel entre l'offre actuelle sur le marché et puis des transactions qu'on aurait obtenues, ça montre aussi au client que finalement il y a un gap qui peut être plus ou moins important. Et du coup, c'est aussi un peu son risque si tout d'un coup il vient à vouloir vendre un objet. Là, il a peut-être une appréciation de risque qui est aussi assez intéressante au niveau de l'analyse. Mais c'est là qu'on se rend compte que les prix annoncés sur le marché n'ont pas beaucoup de sens. Alors, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai toujours trouvé compliqué, Alexandre, parce que c'est en fait le 80% des personnes qui mettent en vente des biens immobiliers n'ont aucune idée au final de l'immobilier. Voilà,
sans juger qui que ce soit, mais c'est pas forcément des professionnels de l'immobilier. Et souvent même c'est des propriétaires qui disent moi je veux tant. Et voilà, ça s'arrête là un peu la discussion. Mais ça reflète pas la réalité du marché. Et donc c'est-à-dire que le 80% des prix, des annonces sur lesquelles quelqu'un se baserait pour déterminer son prix d'achat sont complètement erronées ou n'ont pas de sens. On est d'accord. Ouais. Ouais, je suis d'accord dans le sens où, effectivement, nous, on le voit dans le cadre de l'expertise. On a souvent quand même ce suivi entre un courtier qui vend son appartement, le client qui veut acheter, qui vient mandater un expert immobilier, l'expert immobilier qui fait son expertise, qui est généralement en dessous, en tout cas, on va dire sur Genève, mais sur l'arc lémanique, généralement, l'expert, il est un petit peu en dessous quand même, parce qu'il tient compte de certaines caractéristiques, peut-être à plus long terme que la vente instantanée, même si le cadre, il est assez fixé et connu. Mais tout ça pour dire que finalement, cet écart-là, ensuite, y a une vente qui se fait. On connaît le prix de vente. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, nous, on a eu des cas où on a fait des expertises. Le client acquéreur, il est allé négocier. Et puis, ils ont réussi à négocier le prix sur la base de la valeur de l'expertise. Pas forcément jusqu'à la valeur de l'expertise, mais ça donne aussi, finalement, un poids, peut-être à un potentiel acquéreur de pouvoir négocier le prix. Et si, un cas extrême, c'est vraiment des valeurs qui sont très, très, très éloignées, bah, je pense que ça rend attentif le client aussi sur le fait qu'il est en train de payer très, très, très cher un bien immobilier qui n'en vaut pas forcément ce qui est demandé. Et ça, je dirais, le coût d'une expertise sera relativisé par rapport au gain potentiel ou au risque qu'il aurait pu prendre par rapport à une démarche d'acquisition sans avoir forcément connaissance du marché immobilier. Un autre élément que je trouve assez remarquable du marché immobilier suisse, c'est le calcul des surfaces. Bon, alors c'est un peu même une boutade un peu dans le monde des professionnels de l'immobilier. Mais franchement, alors moi j'aime beaucoup la liberté qu'offre le marché immobilier suisse, mais en France il y a une loi la loi Carrez, hein, je ne me trompe pas, qui décrit exactement au centimètre carré près comment est-ce que ça se calcule. Et la Suisse, c'est vraiment le Far West, quoi. Et du coup, vous achetez un appartement sur Vaud et en Valais, mais vous avez un prix par mètre carré plus faible en Valais, aussi parce qu'il y a plus de mètres carrés pour le même appartement. Et du coup, le prix par mètre carré perd tout son sens en comparaison intercantonale. Ça, c'est quelque chose, ce sujet-là, pour les privés, bon, qui est très très compliqué, honnêtement. Et pour avoir travaillé en résidence secondaire, c'était un cauchemar, parce que vous avez des Neuchâtelois, des Fribourgeois, des Vaudois, et des Anglais et des Genevois qui achètent des appartements en Valais, et il n'y en a pas un qui comprend comment ça se calcule. Est-ce que ça, les associations de professionnels de l'immobilier, typiquement USPI ou CEI, ou est-ce que vous voudriez mettre en place une règle stricte ou pas? Alors, sincèrement, je pense que le souhait ou la volonté de le faire, et là je parle plutôt en mon nom, elle serait plutôt très bénéfique d'avoir quelque chose qui soit peut-être plus cadré au niveau de ce calcul des mètres carrés. Alors après, le problème aussi qu'on a, c'est qu'on a un nombre de définitions sur le mètre carré, sur les surfaces. Enfin, il y a des surfaces locatives, il y a des surfaces PPE, il y a des surfaces de vente. Et en fait, c'est là-dedans que les gens s'y perdent et qu'on peut très facilement, que tout le monde peut très facilement s'y perdre par rapport à des gros différentiels de mètres carrés qu'on peut avoir. Donc je dirais, le souhait, qui est très personnel encore une fois, c'est effectivement, je pense que ce serait bien d'avoir une loi qui cadre un petit peu plus tous ces éléments-là. Maintenant, on le voit qu'entre les cantons, les pratiques des différents cantons, la façon de faire entre les différentes régions de Suisse et tout ça, c'est très 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 compliqué. Il y en a un ou deux qui se sont aventurés là-dessus, et avec des documents qui sont hyper très très bien faits, qu'on utilise assez régulièrement aussi dans le cadre des expertises pour vérifier certaines surfaces, des fois qu'on reçoit. Il y a quand même aussi 2-3 éléments de normes, hein, de temps en temps où on peut se référer. Mais c'est vrai que de là à avoir quelque chose qui soit uniforme et harmonisé pour toute la Suisse, j'émets quelques doutes et réserves pour les années à venir. Mais ce serait bien, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une impulsion clairement au niveau confédération. C'est pas même une association cantonale, elle pourra pas faire grand chose à mon avis, parce qu'elle pourra peut-être uniformiser entre guillemets la pratique sur le canton, mais si après vous avez un autre qui a des autres référentiels qui vient et puis il vient acheter puis il dit je comprends rien à vos calculs de surface,
Alors, si on parle pas le même langage, ça va pas aller. Et je pense que malheureusement, ça arrive assez souvent qu'on parle pas forcément le même langage sur ces, sur ces mètres carrés. Donc oui, gros warning, il faut faire attention. Et ça, je pense que les experts immobiliers en sont bien conscients quand même. Où ça prend toujours pas mal de temps d'expliquer quand même ces calculs de mètres carrés. Ouais. Mais tu sais si en Suisse alémanique c'est aussi le bordel comme ça? Alors non, je veux pas me prononcer pour la Suisse alémanique, mais je crois savoir que c'est pas non plus aussi simple. Ah Non, ouais. ils ont pas non plus forcément de règles Bah, je- uniformisées. moi je pense pas parce que justement, enfin je pense pas qu'ils ont plus de règles. Ouais. Je pense que c'est aussi un peu Ouais, ouais. compliqué parce que je me suis intéressé à un immeuble en Valais et le vendeur qui était un Suisse allemand a simplement acheté parce qu'en Valais c'est possible de transformer un immeuble locatif en PP, hein, comme en Suisse alémanique c'est possible partout, mais voilà. Peut-être que Bâle-Ville c'est plus possible maintenant, je sais pas, mais bref. Mais bah, Genève vous connaissez pas trop ça. Et Non. puis et puis ce propriétaire suisse-allemand a acheté l'immeuble. Et ce qu'il a fait, c'est juste hallucinant, hein, mais il a acheté l'immeuble, il n'a rien fait. Il a acheté un immeuble certainement à un professionnel institutionnel, et donc avec des mètres carrés locatifs normaux. Et donc lui, il a refait une plaquette de vente, et il a mis les mètres carrés Surfaces PPE, différentes. non, mais mètres carrés PPE, en disant, ben, super réserve locative, puisqu'il y a plus de mètres carrés, le prix par mètre carré est moins cher. Non, mais c'est juste fou, quoi. Et puis, super potentiel de valorisation de l'immeuble en vendant en PPE, etc., etc. Mais c'est hallucinant de faire des trucs pareils. Mais c'est là où on se rend compte, et c'est je pense pour ça aussi que c'est une thématique qui revient assez souvent, en tout cas dans le milieu de l'expertise, mais même dans le milieu de l'immobilier en manière générale, c'est que je pense qu'il y a quand même un danger. Il y a Ah un ben, danger c'est- assez important de pouvoir effectivement avoir une justification de valorisation d'un bien immobilier sur des choses qui sont pas comparables à la base. Alors après, on se dit, bon, en tout cas au niveau de l'expert immobilier, il y a quand même un moment donné où on voit l'objet, on sait les mètres carrés, et puis la valeur, elle est en lien peut-être avec, au-delà du fait d'avoir calculé tous les mètres carrés précisément selon telle ou telle méthode, on sait que c'est une valeur de l'objet qui sort, et puis elle doit être absorbée encore une fois par un marché. Mais c'est vrai que quelqu'un qui se baserait uniquement sur des mètres carrés ou sur ce genre de choses pour une acquisition sans avoir forcément été accompagné par quelqu'un de professionnel, ça peut être dangereux. Ouais, mais c'est délicat, hein. Moi, dans mon Ouais, cas, donc, hein, je dis que c'est super délicat parce que le courtier a rien vu. Donc, il n'a pas recalculé les surfaces. Puis, mais respectivement, je sais pas s'il faut le blâmer parce que moi, ça m'est égal. Mais je veux dire, euh, au final, il a quand même fait une plaquette complètement fausse. Mm. Mais bon, voilà, sur la base de ce que le propriétaire Ouais, lui a c'est dit. ça. Bref, je Ouais, pense ouais. qu'il aurait fallu vérifier. Mais bref, il s'est dit, c'est un professionnel en face de moi parce que c'était quand même un lot de plusieurs bâtiments. Donc, voilà. Mais le propriétaire qui fait ça, fondamentalement, enfin, c'est de dire j'achète un appartement qui fait 80 mètres carrés, et puis en claquant des doigts, je le vends, il fait 88, Mhm. ça, Ouais. c'est complètement Ouais, insensé. ouais, mais après, alors, je pense que c'est complètement insensé, et je pense que ceux qui tombent, entre guillemets, dans ce piège-là, c'est quand même des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, même en termes d'investissement, au niveau immobilier, parce que je pense qu'il y a quand même un moment donné, quand on va visiter l'objet, on se rend compte de la taille, quels que soient les mètres carrés, on se rend compte, et puis on se dit, bon, est-ce que je suis prêt à mettre ce montant-là pour cet objet-là? Ah, mais sur un Euh, immeuble de rendement, se c'est faire impossible. complètement avoir, je pense que c'est compliqué. Après, nous, on voit ça à Genève, ça revient un peu à la même chose, mais on s'écarte un tout petit peu de la définition des mètres carrés. C'est typiquement un immeuble qui serait entièrement meublé, des tout petits appartements entièrement meublés, avec des niveaux de loyer qui sont hyper hauts. On parle des fois presque du double en termes de loyer par rapport au standard. Et puis, vous venez, puis vous faites une expertise sur les flux projetés. Donc vous prenez les loyers des meublés, forcément, et puis votre valeur, ça vous donne une valeur mais énorme, énorme par rapport à la taille du bâtiment. Et c'est peut-être là aussi l'importance que l'expert doit avoir, de se dire à un moment donné, non, là j'ai peut-être comparé avec ma valeur intrinsèque, on en parlait tout à l'heure, ça joue pas, il y a un truc qui joue pas, et puis c'est des facteurs de risque en fait. Donc tu Euh, crées une relation mathématique, un peu un ratio je entre pense que le c'est bien coût de construction du je pense que bâtiment. c'est pas mal de contrôler de temps Ok. en temps. Ouais. Nous, les tout gros écarts qui sont flagrants, typiquement, c'est ces histoires d'appartements meublés. Alors, bien sûr, on le sait, on l'a creusé, on sait que c'est un meublé. Mais celui qui ne le saurait pas, s'il fait un peu, il compare vite fait les deux méthodes, il verrait que, à mon avis, le simple ou double qu'on voit sur les loyers, c'est presque ce qu'on va voir sur les valeurs aussi. Et du coup, là, il y a quand même un problème.
Après, derrière, il y a une stratégie d'acquisition qui est probablement une stratégie financière, de voir ce que finalement ça me rapporte à la fin. Mais là, je pense que ça veut dire que l'expert qui fait des projections de flux, il doit intégrer ce risque-là dans les paramètres de flux. Alors, il va peut-être pas forcément l'intégrer au niveau des loyers à proprement parler, vu que le meublé, il a un bail, il est fait pour tant d'années, tant mieux pour lui. Et puis, ce sera ce revenu-là qui va être touché par le propriétaire. Par contre, peut-être plus de risques de vacances, que ça tourne assez vite, qu'on arrive moins à les relouer. Sur le taux d'actualisation, il y a peut-être aussi un risque à mettre par rapport à l'affectation. On sait que les taux d'actualisation pour les biens commerciaux, industriels, forcément, sont plus élevés que les taux pour le résidentiel. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui devraient corriger un peu en fait, ces effets-là. Encore une fois, les mètres carrés, mais ça peut être une source d'information erronée qui peut amener le client final effectivement à faire des erreurs. Ouais. Faut être bien accompagné. Que ce soit par un bon courtier, que ce soit par un bon expert immobilier, que ce soit par un bon banquier qui vous fait un bon taux hypothécaire. Parfait, merci beaucoup Alexandre en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin peut-être sur le futur du marché immobilier genevois? Je pense que le futur marché à Genève, il est plutôt positif. Je pense qu'on a vu ces dernières années que les transactions se sont quand même un peu réduites au niveau nombre, que les prix n'ont pas forcément évolué. Donc non, le marché va continuer, je pense, sa progression dans les différents segments de marché. Puis comme mentionné, un peu plus importante au niveau immobilier de rendement probablement, qui a un peu plus corrigé aussi les années passées. Et puis, je dirais, ce qui est important, mais je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit peut-être un peu précédemment, c'est effectivement l'importance de l'expert immobilier par rapport à son marché. Et puis, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je prône assez souvent, l'expert local, l'expert qui connaît son marché, l'expert qui fait ses expertises dans son marché en connaissant le contexte juridique, le contexte économique, toutes les particularités du marché. On a parlé des zones de développement, c'est quand même un point très important du marché genevois. Il y a sûrement des particularités dans les autres cantons aussi. Donc c'est vrai que je suis assez... je pousse en tout cas les experts immobiliers, enfin je pousse pas dans ce sens-là, mais je prône entre guillemets l'expert immobilier local. Magnifique. Tu sais ce que je préfère dans ces épisodes, moi? Dis-moi. C'est que je me dis, j'ai vraiment hâte dans 30 ou 40 ans de regarder ces épisodes. Si les prédictions sont justes. Pour me dire, purée, c'était comme ça à Genève en 2025. Parce que je me dis, s'il y avait des vidéos comme ça il y a 30 ans, en plein pendant les années 90, je me dirais, c'est incroyable. Ouais. Ils ont vécu l'explosion des taux, ensuite la baisse des taux. Et on se dirait, c'est fou d'être en train de rentrer de nouveau dans les taux d'intérêt négatifs maintenant. Alors qu'il y a 30 ans, on vivait ça. On sera où dans 30 ans? C'est vrai, mais si on regarde un tout petit peu les évolutions de marché, moi, ce qui me frappe, et puis c'est une parfaite conclusion par rapport à toute notre discussion, c'est cette résilience du marché immobilier suisse, de manière générale, pas forcément particulière genevoise, où malgré les chocs, malgré les événements, les éléments macroéconomiques, microéconomiques, on voit, je pense que si on prend des graphiques, hormis quelques soubresauts qu'on voit quasiment plus si on prend un graphique à 30 ans, on voit qu'il est constamment en hausse. Alors, ça revient à la question, et c'est assez drôle parce que ça revient à la question de où est-ce qu'on sera dans 30 ans, mais où est-ce qu'on sera finalement peut-être demain, dans 5 ans, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on parlait d'inflexion du marché, de cycle de marché haussier, ce genre de choses. Et il faut savoir que, effectivement, c'est depuis le début des années 90, donc ça fait déjà 35 ans que le marché il est de manière générale haussier. Quid de demain? À un moment donné, je pense qu'on ne pourra pas non plus être haussier pendant 50, 60 ans, mais qui sait. Mais c'est vrai que si on reprend un peu ces éléments-là, on se rend compte qu'il y a des moments où on a eu des périodes de doute, puis on s'est dit, c'est peut-être le moment où il y a eu une surchauffe sur le marché, ça va permettre de détendre un peu le marché, les prix vont baisser. Et puis que nenni, on voit que c'est toujours haussier. Et franchement, là, les tendances et les perspectives continuent à être finalement dans ce sens-là.
Donc je dirais, dans 30 ans, c'est compliqué. J'ai dit tout à l'heure, à 5 ans, c'est déjà compliqué. Donc, à 30 ans, c'est encore plus compliqué. Je ne m'aventurerai pas à dire s'ils seront plus hauts, s'ils seront plus bas. mais je trouve que le mécanisme, et pour ça, je pense que les Suisses allemands protègent beaucoup le marché immobilier suisse. Hein. À mon avis, c'est vraiment, ça vient d'eux aussi, cette résilience. Hein, mais et de la FINMA. C'est, en fait, dans les années 90, les taux ont explosé, l'immobilier s'est craché ici, mais comme partout ailleurs. Et puis après, la FINMA a serré la vis. Il a dit maintenant, il n'y a plus tout le monde qui pourra acheter. Parce qu'en gros, le gros problème, de ce que j'ai compris moi, parce que je ne l'ai pas vécu, hein, mais c'est que quand on offre la possibilité à tout le monde de faire de l'argent sans argent, bah, c'est là que tout le monde spécule, c'est là que les prix explosent, c'est là qu'il y a une bulle, c'est là qu'il y a un problème. Et puis à un moment, il y a un stop. Et le stop, bah, c'est souvent, il vient de manière macroéconomique. Et puis ensuite, en 2008, bah là, la FINMA serre la vis. En 2008, les marchés s'effondrent partout aux États-Unis et partout ailleurs, sauf en Suisse. On regarde les graphiques en Suisse, c'est hallucinant. Hein. En 2008, c'est strictement rien passé, à part une petite hausse. Voilà. Puis ensuite, 2022, qu'est-ce qui se passe? Les taux re-explosent. Aux États-Unis, c'est aussi une chute. Il n'y a plus de transactions et c'est vraiment compliqué. Les prix baissent et puis ici, rien. Non, mais je dirais, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu les crises financières où le marché immobilier a été plutôt perçu comme une valeur refuge. Donc finalement, on n'a pas trop subi ces éléments-là, hormis peut-être ceux qui sont vraiment des produits qui seraient vraiment liés à la bourse et tout ça, et eux ont peut-être un peu eu plus de volatilité par rapport à ça. On voit la période Covid. La période Covid aussi, alors ça a ralenti les transactions. Ça, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu, on était bloqué, tout était paralysé, mais les prix n'ont pas diminué, pas diminué à cause du Covid. La guerre en Ukraine, même chose. Et puis là maintenant, on a, alors c'est drôle parce que maintenant un des éléments qui vient le plus souvent quand on doit expliquer quelque chose, c'est la politique Trump. Ou maintenant il y a le conflit au Moyen-Orient aussi. Encore ça, c'est un point aussi qui peut avoir des incidences. Mais je dirais pour que ça vienne à toucher le marché immobilier suisse, il faudra un sacré choc, je pense. Moi, j'ai le sentiment que plus c'est compliqué ailleurs sur Terre et plus le marché immobilier suisse se porte bien. Hein. Tout le monde veut venir ici. Quoi. Ouais. C'est un peu comme le franc suisse. Je pense que ça va peut-être être ça, finalement, l'enjeu ou le défi de demain. Ça va être de voir à quel point il faut mettre du protectionnisme sur ce marché immobilier pour justement pas qu'il devienne un marché ultra sélectif par rapport à des niveaux de revenus ou ce genre de choses. Quelque chose peut-être d'intéressant pour à aller voir hein, pour les auditeurs et puis mais pour toi aussi, je sais pas si tu as fait l'exercice, mais compare une fois, tu extrais peut-être de Sifi ou Vust ou n'importe quoi un rapport sur l'évolution des prix entre une station de ski en Valais, Crans-Montana par exemple, et puis Genève. Et tu verras, c'est hallucinant, les graphiques correspondent parfaitement. Ouais, c'est les mêmes, ça ne m'étonne pas du tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Genevois qui sont vraiment c'est exactement, c'est les mêmes acheteurs. Donc au niveau des revenus, il doit aussi y avoir une corrélation, à mon avis, très positive. Non, mais d'un point de vue général sur les stations de ski, même peut-être les stations un peu moins genevoises, j'ai l'impression, moi, que Genève et comme les stations de ski dépendent un poil plus de la conjoncture nationale et internationale. Et c'est pour ça, un peu, c'est différent. Et il y a plus de volatilité en station de ski qu'ailleurs. Mais à Genève, il y a un peu plus de volatilité que dans les autres cantons. Alors, les prix évoluent beaucoup plus vite, hein, drastiquement. Mais par contre, typiquement, il y a une phase entre 2012 à 2019 où les prix n'ont pas évolué énormément à Genève et en station de ski non plus. Ils ont complètement stagné. Ouais. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps certains rapports par rapport aux stations de ski, tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été frappé et par les... Alors, on revient au mètre carré, mais on va dire que par les prix au mètre carré des appartements en station de ski et par la croissance qu'il y a eu dans certaines... je ne vais pas faire global, hein, mais on va dire dans certaines stations de ski qui sont des croissances et des prix au mètre carré largement supérieurs à ce qu'on peut connaître dans les villes de plaine, que ce soit Lausanne, Genève, Zurich. Hein. Et ça, je me dis, je suis assez impressionné parce que... alors, je connais pas beaucoup de stations de ski, donc je m'aventurerai pas sur ça, mais j'ai été il y a pas longtemps à Nanda, où j'ai fait toutes mes écoles de ski là-bas, et j'y suis allé, et j'ai regardé un tout petit peu, ça doit être des formations professionnelles, je me suis baladé un peu entre les agences immobilières, puis j'ai regardé les prix au mètre carré. Et en fait, les prix au mètre carré, c'est quasiment les mêmes prix au mètre carré moyen, alors on va pas rentrer dans toutes les discussions qu'on a déjà fait, mais c'est quasiment les mêmes prix au mètre carré que ce qu'on a à Genève sur certains appartements. Et c'est là où
peut se poser des questions où effectivement, alors c'est des marchés de niche, hein. C'est clair qu'il y a une grosse différence entre les stations de ski et la plaine, mais c'est vrai qu'il y a des prix qui sont très très élevés en termes de montant. Et après, c'est des résidences secondaires, c'est aussi ouvert aux étrangers. Puis on peut plus en construire maintenant. Et puis on peut plus en construire, donc c'est Ouais. limité. Donc il y a pas mal de facteurs. Alors, je pense qu'on peut faire un podcast sur ça. C'est Je suis super curieux et intéressé par ces évolutions dans les stations de ski, mais c'est vrai que c'est un marché qui est très particulier. Et là, je pense que typiquement, ce que j'ai dit par rapport à l'expert immobilier est hyper important. Parce que dans les stations de ski, si vous ne connaissez pas les accès aux remontées mécaniques, les ensoleillements, mais c'est primordial, ça peut changer la valeur d'un objet en station de ski, je pense, de manière beaucoup plus importante. Comment on la met dans les méthodes d'estimation? Je ne m'aventurerai pas à répondre à ce genre de questions, c'est compliqué, mais si on fait des cartographies, je pense, de stations de ski avec des niveaux de prix, on voit qu'il peut y avoir des très très grosses différences en fonction de où est localisé l'appartement ou le chalet dans une station de ski. Et ça, je suis toujours... et c'est là où je me dis, seul un expert qui a vécu, ou en tout cas qui travaille régulièrement, qui connaît, qui va faire ses sorties de ski dans la station, qui aura vraiment cette perception de prix assez fine pour pouvoir être probablement, en tout cas, un meilleur conseiller peut-être que l'outil qui va peut-être vous donner un prix juste, je dis pas, mais qu'il faudra avoir cette appréciation plus fine. Ouais, bah, tu parlais de Nanda, moi je connais très très bien Nanda, hein. Bah, c'est où j'ai commencé ma carrière là-bas, mais c'est des Excellent. différences de prix entre 7 000 francs et 14 000 francs le mètre carré. Ouais. Sur des rayons de distance d'un immeuble à l'autre qui sont de littéralement 50 mètres. Ouais, et puis Nanda, il y a un gros différentiel. Bon, tu connais sûrement mieux que moi, hein. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je maîtrise moins. Mais à l'époque, en tout cas, quand j'y allais régulièrement, il y avait un très gros différentiel entre l'existant et les nouvelles constructions. Mais vraiment, c'est plus que du simple au double, quoi. Ouais. Et c'était impressionnant parce que Nanda, c'est une station, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été créée, mais il y avait beaucoup d'immeubles des années 70, peut-être 60, 70, 80. Qui était alors je te parle de prix de l'époque, maintenant j'aurais plus le référentiel forcément, mais on était à du 5-6 000 francs, voire même des fois en dessous sur certains appartements. Et puis les nouvelles constructions qui sortaient, c'était tout à plus de 10 000 francs. Et du coup, mais c'est clair que ça crée des gaps qui sont importants. Et après, c'est là où il y a toute l'importance de connaître l'attractivité de la station, quel est le domaine qu'elle propose, quelles sont les activités qui sont proposées, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vit quand même à l'année, est-ce qu'il y a des commerces qui sont régulièrement... Enfin, il y a toute une série de paramètres que seul un expert, je pense, du lieu pourra maîtriser. Parfait. Merci beaucoup pour la conclusion, Alexandre. Merci pour Merci à l'épisode. toi pour l'invitation. Ciao. Ciao.